La bonne affaire n'est pas toujours celle que vous croyez. Bienvenue dans cet épisode dans lequel vous allez apprendre un certain nombre de choses extrêmement intéressantes concernant les opérations immobilières et les opérations de marchand de biens en plus particulier. Déjà, je vais vous apprendre à vous méfier de la manière habituelle de penser les opérations de marchand de biens et leur attractivité. Donc l'idée là, ça va être vraiment d'aller challenger la manière de penser, la manière de réfléchir habituelle et peut-être de prendre un petit peu de recul par rapport à toute cette méthode. Ensuite, je voudrais qu'on apprenne à regarder ensemble l'immobilier et les opérations de marchand de biens sous un angle qui est tout à fait différent et qu'on puisse étudier les opérations potentielles, les futurs dossiers que vous allez visiter avec un tout nouveau regard. Surtout, on va apprendre ensemble à ne plus écouter ce que vous disent les uns et les autres, notamment au sujet de la rentabilité immobilière. Donc il y aura non seulement un angle business pur et dur, vraiment axé marchand, rentabilité, mais il y aura vraiment une prise de hauteur et une prise de hauteur conceptuelle autour de l'entrepreneuriat et de la liberté et de la rentabilité en général. Donc, si vous êtes nouveau sur ce podcast, je vous souhaite la bienvenue. Ici, c'est Yoni, je suis marchand de biens, investisseur et entrepreneur, fondateur de la MDB Academy, organisme de formation numéro 1 en France pour la formation des marchands de biens. Ce podcast, il est dédié, consacré à l'activité de marchand. Dans ce podcast, je vous donne des conseils pratiques, actionnables, il n'y a pas de bullshit. Et d'ailleurs, je crée des épisodes que vous ne retrouvez pas nécessairement, avec du contenu que vous ne retrouverez pas nécessairement sur YouTube ou ailleurs, donc n'hésitez pas à vous abonner et à suivre ce contenu. Et je veux que ce soit un podcast participatif, donc n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires les sujets que vous aimeriez qu'on aborde et les questions que vous aimeriez que je traite. Alors, on entre maintenant dans le dur, dans le vif du sujet de ce podcast et j'aimerais vous faire un petit peu participer, au moins participer dans votre tête. Et je vous invite vraiment à faire ce travail parce que ça va vous amener plus de valeur si vous prenez une minute pour faire le job. Je voudrais que vous réfléchissiez à la question suivante. Demandez-vous, pour vous, à vos yeux, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'une bonne affaire ? Comment est-ce que vous définiriez une bonne affaire en immobilier ? Je vous laisse y réfléchir et demandez-vous en général, si je vais visiter un bien, quelle case il faut que ça coche pour que je puisse considérer que c'est une bonne affaire. Donc je vous invite vraiment à prendre le temps d'y réfléchir. Prenez 30 secondes, prenez une minute, mettez en pause s'il le faut pour réfléchir. Formulez-vous une réponse au moins dans votre tête sur la question de qu'est-ce qu'une bonne affaire en immobilier. J'ai posé cette question à énormément de personnes. Et en général, les gens vont répondre il faut que ce soit l'opération la plus rentable possible, il faut que ce soit à plus de 20, plus de 25% de rentabilité. Donc en gros, il faut gagner un max d'argent et dans la mesure du possible, en déployant le moins d'efforts possible. Et je voudrais justement challenger cette vision qui est en général la plus répandue. Je ne sais pas si c'est la vision que vous aviez d'une bonne affaire en immobilier, mais je voudrais challenger ça. Alors, il est vrai, et on va être honnête avec nous-mêmes, qu'il est toujours intéressant d'encaisser un max de marge, la plus grosse renta possible, sans se tuer à la tâche. Le but, c'est pas non plus de s'épuiser au travail. Et ça peut être très intéressant de réaliser des opérations qui sont ultra rentables, dans lesquelles on bosse pas énormément, mais il y a un problème. Souvent, ces opérations, c'est les simples allers-retours dans lesquels on fait vraiment pas grand-chose, c'est-à-dire on touche un bien pas cher, on le revend sans rien faire. Déjà, c'est extrêmement rare. Je ne veux pas dire par là que ça n'existe pas, puisque bien sûr ça existe et ça existe encore et on en trouve, mais ça devient de plus en plus rare. Et les raisons à cela, elles sont multiples. Déjà, il y a plus de concurrence. Avant, l'immobilier c'était avant réservé plutôt à un public d'initiés. Et le savoir s'est beaucoup démocratisé. C'est-à-dire qu'il y a non seulement tout l'univers des formations qui s'est beaucoup développé dans les 10 dernières années, mais il y a également toute la partie contenu qui est plus ou moins gratuit, plus ou moins payant, des livres, des vidéos YouTube, des comptes Instagram, des podcasts comme celui-ci. Bref, la connaissance autour de l'immobilier s'est énormément développée. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font de l'immobilier sans être des grands professionnels et qui peuvent être à l'affût de ce genre de dossier et donc qui vont être en compétition avec vous sur ce genre de dossier et qui potentiellement vont faire en sorte qu'il y en ait de moins en moins sur le marché. Ça, c'est un facteur, mais à mon sens, c'est pas le facteur le plus important. Ce qui fait qu'il y a de moins en moins d'offres en dessous du prix du marché, c'est que les gens sont éduqués de nos jours. On vit dans l'ère de l'information. Aujourd'hui, les gens qui ne savent pas des choses, c'est parce que ils ont une véritable intention de rester ignorants. L'information, elle est partout. Et il n'est pas difficile aujourd'hui d'avoir une idée
approximative de ce que vaut son bien immobilier. Alors, bien sûr, il ne suffit pas d'aller sur DVF ou Meilleurs Agents, etc. pour avoir une véritable idée de ce que vaut votre bien de manière très précise, mais ça donne déjà un ordre de grandeur. Et il est rare que des personnes aujourd'hui mettent des biens en vente 20-30% en dessous du prix du marché. On peut trouver des biens comme ça, mais en général, ça se provoque par le biais d'une négociation. Donc déjà, c'est dur à trouver, mais en plus, admettons que vous en trouviez, je pense quand même, ça c'est mon avis, c'est un avis que je développe de plus en plus, la satisfaction elle est quand même très limitée lorsqu'on réalise des opérations qu'on appelle aujourd'hui des flips, de manière, c'est très à la mode ce mot. On va faire des flips, on va faire des opérations sans travaux. Bon, ok, ça rapporte, c'est pas mal, ça génère du revenu, ça génère du capital, et ça c'est sûr que c'est intéressant. Mais par contre, quelle tristesse, je veux dire, c'est ça que vous avez apporté au monde. Imaginez-vous quand vous serez à l'EHPAD, ou quand vous serez, je sais pas, au mieux à la maison de retraite, qu'est-ce que vous allez raconter à vos petits-enfants? Que vous avez fait des flips? Enfin, je veux dire, l'univers vous a donné une main, l'univers vous a donné des compétences, une intelligence, une capacité à aller réfléchir, à trouver des solutions. C'est pas pour que vous fassiez des flips. Enfin, je veux dire, si vous trouvez un ou deux flips de temps en temps, tant mieux. Mais bon sang de bonsoir, vous avez certainement mieux à apporter au monde et à votre pays que de faire des simples flips, que de faire des petits coups. Et véritablement, les gens qui nous suivent et les gens qui viennent suivre nos formations, je remarque qu'ils partagent souvent cette envie d'aller créer de la valeur, de trouver des solutions, de résoudre des problèmes et d'apporter aussi vraiment de la valeur à leur marché, d'apporter de la valeur à leur pays, de créer du logement, de créer des solutions pour des personnes qui n'arrivent pas nécessairement à se loger. C'est extrêmement valorisant. Mais quand on fait des flips, putain, mais quelle valeur il y a là-dedans? Bon, bah ça rapporte de l'argent, c'est chouette, mais de l'argent sans avoir créé aucune valeur, ça apporte vraiment une satisfaction très limitée. Mais admettons, je vais vous montrer quand même que ça n'est pas suffisant en fait ce critère, puisque encore une fois le sujet de cet épisode de podcast est qu'est-ce qu'une bonne affaire quelque part, hein. Enfin, l'idée c'est de dire que la bonne affaire n'est pas celle que vous croyez, donc qu'est-ce qu'une bonne affaire au final? Imaginons, je vous laisse vous projeter comme ça. Alors, si vous êtes en train de conduire, ne fermez pas les yeux, mais si vous avez la possibilité de fermer les yeux sans vous mettre en danger, faites-le. Imaginez une opération qui soit ultra rentable. Vraiment là, vous vous gavez. Vous faites une réno, vous faites une division et vous partez avec 300 000, 400 000, 500 000 euros de marge. Mais vous vous retrouvez pris à la gorge par des vendeurs et des acquéreurs qui sont méga chiants et qui vous pourrissent la vie. Et si vous n'avez pas de référentiel par rapport à ça, parce que vous n'en avez peut-être pas encore rencontré, et c'est tant mieux pour vous, je vous renvoie à un épisode précédent que j'ai tourné pour ce podcast, dans lequel je racontais une des pires, ou voire la pire expérience immobilière, la pire opération de marchand de biens que j'ai réalisée. Et si vous avez un doute sur ce que ça peut causer comme préjudice, je vous garantis que ça va vous donner une petite idée de ce qui vous attend. Donc, imaginons que vous avez des acquéreurs qui soient des emmerdeurs de première et qui vous appellent 4 fois, 5 fois par jour. Est-ce que véritablement le fait que l'opération soit ultra rentable va suffire à vous dédommager pour ça? Et il y a autre chose que vous devez garder en tête, c'est que ça ne se termine pas au moment où vous vendez une opération de marchand de biens, puisque ça peut continuer. Après, il y a un service après-vente et vous avez une responsabilité en tant que professionnel. Et si vous vous retrouvez avec des acquéreurs qui sont des emmerdeurs finis, ils peuvent vous pourrir la vie pendant de très nombreuses années. Par conséquent, le fait qu'une opération soit rentable n'est pas toujours suffisant pour juger qu'il s'agit là d'une véritablement bonne affaire. En tout cas, c'est mon point de vue sur le sujet. Mais admettons que ce soit rentable et que vous ayez des acquéreurs qui soient sympa et que ça se passe plutôt bien, ou des vendeurs qui soient sympas. Eh bien, imaginez que ça prenne 5 ans pour récupérer votre marge. Et ça peut arriver, c'est-à-dire que c'est pas une exagération. Ça peut tout à fait arriver, une opération qui vous prenne 5 ans pour récupérer votre marge. Et je vais vous donner un exemple. Si vous réalisez, par exemple, une opération de lotissement, où vous sortez beaucoup de lots, c'est-à-dire 7, 8, 9, 10 lots, 10 terrains à bâtir, dans une zone qui est une zone plutôt rurale ou semi-rurale, on dit que ce genre de marché a une capacité d'absorption assez limitée. C'est-à-dire que vous allez amener trop de lots en fait sur un secteur qui
dans lequel il n'y a pas une demande suffisante en fait, pour absorber toute cette mise sur le marché. Et donc, il se peut que ça prenne 3 ans, 4 ans, 5 ans pour finaliser les ventes. Et en général, on sait que dans nos opérations de marchand, il y a 1, 2 ou 3 lots en fait, qui font la marge à la fin. Assez rapidement, ce qui se passe, c'est que on rembourse la banque, on rembourse ses financeurs, ensuite on récupère sa mise de départ, son capital initial, et enfin, on encaisse la marge. Et donc, si la marge dépend de la vente du dernier lot ou des 2 derniers lots, et que ça vous prend 4 ans ou 5 ans pour récupérer la marge, au final, ça aurait été une opération extrêmement longue. Et donc, et ça, vraiment, ça peut arriver. Je veux dire, c'est pas une rareté extrême dans nos activités. Et donc, imaginez que ça génère une super marge, mais que ça prenne 5 ans pour y arriver. Ok ? Donc là, si ça prend des années, et je combine même pas le fait qu'il y ait potentiellement des vendeurs qui soient des emmerdeurs ou quelque chose comme ça, là, je vous parle juste de la durée. Donc imaginez que vous soyez dans ce cas de figure. Est-ce que ça reste une bonne affaire si vous récupérez une belle marge, mais au bout de 5 ans ? Je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais je vous invite à une réflexion. De manière générale, dans ce podcast et dans mes contenus et dans mes formations, je vais rarement raconter la vie aux gens et leur expliquer comment ils doivent penser, mais j'essaie plutôt de soulever des questions auxquelles les gens n'avaient pas pensé avant pour qu'ils pensent d'une manière un peu plus large. Et c'est ce que j'essaie de faire dans cet épisode. Mais imaginons que vous récupériez une super marge, potentielle, mais vous vous retrouvez avec des artisans qui vous plantent, des artisans qui vous prennent la tête, qui vous mentent, qui vous baladent, et au final qui réalisent un chantier qui vous tue la santé. Et là, les amis, je peux vous le dire, parce que je l'ai vécu encore très récemment, une relation toxique avec des artisans qui sont des putains de menteurs, qui sont des malhonnêtes, et qui vous baladent, c'est un truc qui peut vous tuer la santé. Alors, je ne connais pas, après, votre niveau de sensibilité à ce genre de choses. Mais en ce qui me concerne, je vais très vite m'agacer, je vais très vite, de par mon historique, rentrer dans des schémas d'anxiété. Et donc, quand je me trouve dans des situations comme ça me coûte énormément. Donc, ça génère du stress. Ce stress va impacter la qualité du sommeil. Quand vous dormez mal, vous passez des nuits blanches parce que vous réfléchissez à comment vous allez vous sortir de la merde dans laquelle cet artisan vous a mis. Vous dormez 3-4 heures dans la nuit, le lendemain, vous êtes fracassé. Donc vous êtes fracassé, vous réfléchissez moins bien, vous êtes plus nerveux, vous prenez plus de risques parce que vous êtes moins vigilant, donc ne serait-ce que des choses toutes simples comme prendre le volant devient beaucoup plus dangereux. Ça peut non seulement impacter votre santé, mais ça peut vous tuer. Et donc, par exemple, sur les relations avec les sous-traitants et notamment les artisans, le fait qu'une opération soit rentable sur le papier ou alors génère une marge très intéressante in fine, mais que vous avez passé 2 ans, 3 ans à vous prendre la tête avec des artisans, que vous avez terminé avec des procédures parce qu'on vous a planté, parce que les travaux ont été mal faits et que ça risque aussi d'avoir des répercussions juridiques en ce qui vous concerne à cause de votre responsabilité professionnelle, on est en droit de se questionner sur le côté intéressant de cette opération. En tout cas, est-ce que c'est une bonne affaire ? Est-ce que ça reste une bonne affaire si ça vous coûte autant ? Et donc, ce qu'on peut assez facilement réaliser lorsqu'on pense à tous ces exemples et qu'on soulève toutes ces questions, c'est que le fait qu'une opération soit rentable n'est pas suffisant pour qualifier une opération en fait de bonne affaire. Ou en tout cas, c'est certainement pas la meilleure des affaires. Et je vais vous donner quelques exemples de bonnes affaires que j'ai pu réaliser par le passé. Alors, je pense notamment à une maison dont on a détaché une parcelle de terrain à bâtir. C'était vraiment il y a un bail, ça devait être en 2018, quelque chose comme ça. Et là, donc c'était une dame qui vendait parce que cette maison était trop grande, elle était veuve, et puis voilà, elle n'était plus adaptée à ses besoins. Elle voulait acheter un bien dans le neuf, donc elle s'était déjà engagée auprès d'un promoteur. Et elle avait déjà versé des acomptes, etc. Donc elle voulait vendre sa maison pour pouvoir payer l'acquisition de ce nouveau logement. Et donc, nous, on a essayé de négocier, on a posé les conditions habituelles d'urbanisme et compagnie, et c'était un petit peu compliqué pour elle au niveau des délais. Donc là, on a essayé de creuser un petit peu. Elle nous a expliqué que,
en fait, voilà, elle pouvait pas accepter nos conditions parce qu'elle devait commencer à payer des mensualités dans 6 mois et que ça allait pas pouvoir le faire. Enfin, ça fonctionnait pas au niveau chronologie. Donc, ce qu'on a proposé à cette dame dans la négo, on lui a dit, écoutez, à partir du moment où l'autorisation d'urbanisme elle est validée, nous on sait que ça va aller au bout. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que dans 6 mois, par exemple, là, vous devrez commencer à payer des mensualités de crédit pour votre logement neuf. Nous, on vous les paye tous les mois. Ce sera des avances, en fait, sur la vente. Et le jour où on va réitérer, ces avances-là, elles seront déduites de la somme du prix de vente. Et là, si vous vous demandez, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est légal? Sachez que une promesse de vente, un acte de vente chez le notaire, c'est un document de droit privé. Donc, globalement, on peut y mettre à peu près tout ce qu'on veut dedans, pourvu que les parties en présence soient d'accord et que personne ne soit lésé de manière de mauvaise foi. Et cette opération-là, elle s'est vraiment super bien passée parce que non seulement la vendeuse était cool, l'agent IMO qui nous l'a vendu était aussi très réactive, elle était vraiment pro, elle suivait bien ses dossiers. On a appris récemment malheureusement qu'elle était décédée. Mais elle était super jeune en plus, donc c'est un peu triste. Mais voilà, l'agent IMO était très bien. On est tombé dans une commune où l'adjoint à l'urbanisme, pareil, il était plutôt conciliant. Il nous a pas mis de bâton dans les roues. Il était relativement facilitateur. Enfin voilà, ça s'est bien passé quoi. Et ça, quand une opération se passe bien comme ça, c'est agréable. Je pense aussi à un appartement que j'ai acheté. Alors pour le coup, celui-là, je l'ai acheté en nom propre. Enfin, pour faire du locatif. J'ai pas fait une opération de marchand dessus. J'y ai pensé, mais à l'époque, j'ai préféré capitaliser. Et là aussi, alors c'est un appartement sur lequel on m'a branché un peu, on m'a rencardé. Un voisin m'a dit, tiens, là, ils vendent, etc. Le papy est parti en maison de retraite, ils vont vendre. Donc j'ai pas eu la compète avec d'autres acquéreurs, c'était pas la course. J'ai pu appeler les propriétaires en direct qui m'ont fait visiter, c'était tranquille, ils étaient super sympas. J'ai pu faire la négo sans pression puisqu'il n'y avait personne d'autre sur le dossier. Les gens ont accepté, la négo a été relativement facile. Après, les travaux, il y a eu un ou deux petits accros, mais ça s'est globalement bien passé. Et ce logement qui est dans Lyon me génère une rentabilité d'à peu près 13%. Et c'est pas de la courte durée. Hein. Je précise que je le loue pas en courte durée. Ça me génère une renta d'à peu près 13%. Et ce, depuis 2019 que les travaux sont terminés. Donc, super affaire. Parce que aussi... Alors, je vais pas vendre la mèche. Mais je vais vous expliquer ce dossier et puis plein d'autres. Ils avaient tout un tas de choses en commun qui font d'un dossier une bonne affaire en immobilier. Et je vais vous dire quels sont ces critères et les leçons auxquelles je suis arrivé après des années de pratique dans ces domaines-là. Avant de vous expliquer ce qu'est une bonne affaire pour moi, j'ai un service à vous demander. Je voudrais vous demander, s'il vous plaît, de vous abonner au podcast et de nous donner une note 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous écoutez, que ce soit Spotify, Deezer ou autre. Ça m'enverra un signal disant que vous appréciez le contenu que je crée, et aussi ça aidera l'algorithme à comprendre qu'ici on fait du contenu de qualité, et je vous en remercie par avance. Donc à mon sens, il y a plusieurs critères. Une bonne affaire, une bonne opération, c'est une opération qui, elle certes va rapporter un maximum de marge, mais aussi ne génère pas trop de prise de tête, vous apporte le plus de satisfaction possible, et dans le délai le plus court possible. Et là, je vais développer ces points. Alors déjà, rapporter un maximum de marge. On va pas se voiler la face, on va pas jouer les bons samaritains, enfin on va pas jouer les mères Teresa. En l'occurrence, notre activité, on l'a fait pour gagner de l'argent. Et on ne va certainement pas s'en cacher, et on ne va certainement pas en rougir. Et nous apportons de la valeur à notre marché, et nous faisons rémunérer pour ça. Alors souvent, le marchand de biens, il a l'image du gars qui va escroquer les petites vieilles, et qui roule les gens dans la farine et qui fait des travaux tout pourris et qui escroque les gens. Ça, c'est l'image que les marchands de biens peuvent avoir. Vraiment de grâce, si vous avez dans la tête de pratiquer le métier de cette manière-là, ne le faites pas, allez faire autre chose, allez dégrader la réputation d'une autre profession parce que la nôtre, elle est déjà suffisamment compliquée comme ça. L'idée quand même d'un marchand de biens, c'est qu'il crée de la valeur.
Ils trouvent des solutions là où les autres ne voient que des problèmes, là où les autres ont peur d'aller. Nous autres, les marchands de biens, nous allons là où les promoteurs ne vont pas parce qu'ils font du neuf et que ça ne les intéresse pas de faire de la rénovation. Mais on va aussi là où les particuliers ont peur d'aller et où les investisseurs locatifs ne se sentent pas assez compétents techniquement, juridiquement pour aller porter les opérations. Donc nous créons de la valeur, nous trouvons des solutions et nous apportons de la valeur à notre marché et nous nous faisons rémunérer pour ça. Et par conséquent, nous n'avons absolument pas à rougir du fait que nous encaissions des revenus qui soient très importants. Donc ça, c'est la partie revenus. Maintenant, il y a la partie prise de tête. Souvent, les personnes qui se lancent dans cette activité, alors il y a un peu deux cas de figure principaux chez les marchands. Il y a les marchands qui font ça en parallèle d'une activité, donc que ce soit une activité où ils sont déjà patrons ou alors une activité salariée. Dans tous les cas, on n'est pas là pour se prendre la tête. On en a suffisamment, je suis sûr que vous avez un job, d'autres entreprises, une famille, des gamins, parfois des parents qui sont un peu âgés, il faut gérer tout ce merdier, il faut gérer la vie, c'est le bordel. Et donc vous n'êtes pas là pour vous prendre la tête encore plus. Et véritablement, lorsqu'on étudie une opération, à mon sens, il faut se poser cette question. C'est est-ce que cette opération, elle va aspirer mon âme ? Est-ce qu'elle va me tuer à petit feu ? Est-ce qu'elle va m'ouvrir les veines et me vider de toute mon énergie ? Donc posez-vous cette question. Si l'opération génère trop de prise de tête, elle a intérêt à sacrément cracher en termes de rentabilité pour vous dédommager. Le point suivant, c'est le point de la satisfaction. Énormément de personnes qui font cette activité, je l'ai constaté, n'ont pas véritablement besoin de ça d'un point de vue financier. C'est-à-dire que oui, ça apporte un complément, oui, ça met du beurre dans les épinards, oui, ça permet de progresser économiquement de manière beaucoup plus rapide, mais souvent les gens n'ont pas vraiment besoin de ça. Mais ils le font parce qu'ils se disent « Ah putain, je sens que je peux être bon là-dedans. » Ils ont déjà fait des rénovations sur leur résidence principale, ils ont déjà fait des investissements locatifs qui ont été concluants, et en fait, ils ont trouvé ça trop bien. Et ils ont trouvé ça ultra satisfaisant. Je ne sais pas si c'est votre cas. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires, comme ça je saurai un petit peu quel est votre type de profil. Mais je remarque que souvent les gens font ça parce qu'ils aiment l'aventure. Ils aiment le challenge. Ils ont envie de ça et parfois de manière même décorrélée de la marge. Alors bien sûr qu'on étudie la marge parce qu'on n'a pas envie de bosser gratos, mais souvent la motivation profonde, c'est cette envie d'aller solutionner un problème, de trouver un taudis et d'en faire un bien super et que les gens disent « waouh ». Parce qu'au final, nous autres les humains, on est des créateurs, on est des bâtisseurs et on a toujours besoin d'être en interaction avec notre environnement, de le modifier, de l'améliorer. Alors parfois pour le pire et pour le meilleur bien sûr, mais là en tout cas c'est un cas de figure plutôt positif dans lequel on essaye d'améliorer l'existant. On n'accepte pas, en fait, et ça c'est un trait commun de beaucoup d'entrepreneurs, on n'accepte pas la situation telle qu'elle est. Alors, peut-être que vous vous reconnaîtrez dans cette phrase. Souvent on voit des choses, l'entrepreneur il voit des problèmes partout, mais il n'est pas pessimiste, et le pessimiste lui il est content de se dire « Ah, il y a des problèmes, ça va pas ». L'entrepreneur lui « Ah, il y a un problème, je vais trouver une solution, j'ai une super idée et je vais mettre en place quelque chose ». Et trouver une solution et créer de la valeur et faire quelque chose de positif à un endroit où les autres ne voyaient que des problèmes et où tout le monde a baissé les bras, ça apporte une satisfaction qui est énorme et qui est beaucoup plus intéressante au final que n'importe quelle rentabilité qu'on peut vous apporter, puisque l'argent il y a toujours une limite à la satisfaction que l'argent peut vous procurer, et si vous doutez de ça, allez voir des interviews d'énormément de personnes qui sont devenues archi-multimillionnaires, voire milliardaires, et qui témoignent du fait que ça ne les a pas rendus plus heureux, et le fait de rajouter un zéro ne les a certainement pas rendus plus heureux. Mais avoir un truc qui vous apporte de la satisfaction, un job qui vous apporte de la satisfaction, faire des opérations comme ça, où vous créez de la valeur, la satisfaction que ça va vous apporter, elle est infinie. Ensuite, le dernier critère dont je voudrais parler ici et développer un petit peu, pour étudier ce qu'est une bonne affaire, c'est que le délai soit le plus court possible. Et ça, véritablement, vous allez m'entendre insister dans beaucoup d'épisodes au sujet des délais dans les opérations de marchand. Une OP de marchand, elle peut se transformer, qui censée prendre 6 mois, 12 mois, elle peut vite
si on dérape, si on ne sait pas où on va et on fait la plupart des erreurs que font les débutants, ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans et ça va très très vite de se retrouver dans une situation où on explose en fait le délai. Donc, quand on étudie une opération, il faut bien se poser la question de sa durée. Et il y a bien sûr la durée théorique, et il y a la durée et la durée réelle qui sont souvent pas tout à fait les mêmes. Mais il y a énormément de... Enfin, il n'y en a pas énormément, mais il y a quelques critères qui peuvent déjà vous mettre sur la piste d'une potentielle durée d'une opération. En fait, plus l'opération va comporter de complexité, et plus elle va être longue. Et en général, les points qui vont faire qu'une opération va être longue, c'est déjà le secteur. Si vous êtes en secteur rural, il faut savoir que les opérations sont plus longues, puisque le marché prend beaucoup plus de temps à absorber les lots que vous allez mettre dessus, les lots que vous allez mettre en vente. Les opérations qui nécessitent des autorisations d'urbanisme sont également plus longues. Donc les autorisations d'urbanisme qui vont vraiment prendre du temps, c'est notamment le permis d'aménager. Si vous faites une opération dans laquelle vous faites un lotissement au sens privé du terme, mais si vous faites une opération dans laquelle vous faites plein de terrains à bâtir et vous faites un lotissement et vous devez donc déposer un permis d'aménager, là ce sont des opérations qui sont longues puisque les délais d'instruction sont longs. Derrière, il y a des travaux de viabilisation, de VRD à réaliser qui sont longs. Vos acquéreurs vont avoir des permis de construire à déposer et à obtenir, donc c'est encore plus long. Donc là, ça peut prendre facile entre 18 et 24 mois avant de revoir sa marge, et ça, c'est si tout se passe bien. Les opérations qui sont en secteur ABF aussi sont problématiques, et si vous commencez à cumuler un peu les mandats, là, je ne vous raconte pas. Si vous avez beaucoup de travaux, s'il y a du gros œuvre, si vous refaites intégralement... tout un immeuble, etc., ou si vous aménagez des biens qui avant n'étaient pas destinés à de l'habitation, type des granges ou autres, et que vous en faites du logement, là, ce sont des opérations qui aussi, techniquement, vont être longues. Et plus il y a de travaux, plus il y a d'intervenants, et plus vous risquez de tomber dans des pièges à temps. Donc, si vous étudiez une opération et qu'elle cumule plusieurs de ces points, il faut vous en méfier, puisqu'il faut que vous sachiez que c'est une opération qui, potentiellement, va être très longue. Donc idéalement, lorsque vous étudiez une opération de marchand de biens, il faut essayer de cocher toutes les cases dont je viens de parler, c'est-à-dire qu'il y ait certes un maximum de marge, mais que ça ne vous prenne pas trop la tête, que ça vous apporte le plus de satisfaction possible et que ça se fasse dans le délai le plus court possible. Ça, ce sont les critères avec lesquels, c'est les prismes via lesquels je vous invite à étudier la rentabilité d'une opération. Mais en même temps, on ne peut pas rêver et on ne peut pas demander la lune à chaque fois non plus. De se dire, non, moi, je vais prendre que les OP qui sont ultra courtes, qui crachent une renta pas possible, où on va pas me casser la tête, et à la fin, je vais finir, je serai refait, je serai heureux. Ces opérations-là, elles existent, mais elles sont plutôt rares. En fait, c'est un peu comme le partenaire idéal. Le partenaire idéal, laissez tomber, il n'existe pas. Il y a plein d'autres gens avant vous qui l'ont cherché, et ils l'ont cherché longtemps, et ils l'ont pas trouvé, n'est-ce pas ? Mais ça arrive, attention, ça peut arriver, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est plutôt rare. Et surtout, le fait est que si vous passez votre vie, et ça, vous avez peut-être des potes ou des proches que vous connaissez, qui cherchent le partenaire idéal, qui disent non, moi j'ai telle case et telle case et telle case, il faut qu'il soit beau, il faut qu'il soit comme ci, il faut qu'il soit patient, il faut qu'il soit romantique, il faut qu'il soit attentionné, nanani, nanana. Vous pouvez le mettre au féminin, peu importe. On en connaît tous au moins un pote, un proche qui raisonne comme ça. La plupart du temps, ces gens-là, ils sont célibataires. Et ils le restent longtemps. Parce que le partenaire idéal, il n'existe pas. Il faut juste réussir à trouver le partenaire qui a les défauts avec lesquels vous arrivez à peu près à vous arranger. Ou même, encore mieux, une partenaire qui ne considère même pas vos défauts comme des défauts. Et ça peut arriver. Donc ça arrive. Il faut quand même bien se fixer un idéal dans la vie. Et puis bon, comme on dit, on va essayer de viser la lune. Et si on la rate, au moins, on touchera les étoiles. Donc, même si vous n'arrivez pas systématiquement à trouver l'opération idéale qui coche toutes les cases, vous pouvez vous dire ça c'est mon idéal. Et après, vous allez faire des concessions comme des adultes. Et donc là, quand on étudie une opération, on se dit ok, elle est ultra rentable. Par contre, ça va être chiant parce qu'il y a ci, il y a ça, machin. Mais si j'arrive à bien goupiller mon truc, j'arriverai à la faire à peu près dans un délai assez court. Là, ça mérite d'être étudié. Si par contre elle ne coche qu'une des cases, ça mérite peut-être une réflexion approfondie. Parce que si on se dit, c'est une opération qui va générer une super marge, mais oulala, tout le monde va me casser la tête
dans cette opération, je vais sortir, je ne serai pas forcément hyper heureux et ça va me prendre des lustres pour la solder. Bon, moi je vous invite à être prudent. En tout cas, je vous recommande de bien insérer ces critères, de bien insérer tous ces points dans vos critères de recherche à partir de maintenant pour que lorsque vous vous lancez sur une opération, vous ayez en fait des critères de sélection qui soient un peu plus élargis. Et c'est notamment important lorsque vous hésitez entre plusieurs opérations. Alors je rencontre beaucoup de gens qui galèrent un peu à trouver des OP, notamment quand c'est les premières, que le réseau n'est pas encore bien constitué, pas encore bien étoffé, ça peut être un peu difficile de trouver des OP, mais vous allez voir, ça va vous arriver forcément, et ça arrive toujours dans la vie d'un marchand. Il va y avoir un jour où on va vous proposer plusieurs opérations. En tout cas, il y a plusieurs opérations qui vont se présenter à vous, et les opportunités, elles vont se multiplier. Et il se peut que vous deviez faire un choix. Et donc, à partir du moment où vous devez faire des choix, il faut poser des critères. Et là, tous les critères que je vous ai donnés dans cet épisode peuvent vous aider à faire ce choix d'une manière un peu éclairée. Donc là, vous n'irez pas au doigt mouillé, mais allez tout simplement, portez-vous sur les opérations qui vont cocher le plus de critères de définition d'une bonne affaire. Et il y a autre chose, et là je vais ouvrir sur un sujet que peut-être je traite, un sujet ultra important, que peut-être je traiterai dans un autre épisode qui est celui du coût d'opportunité. Le coût d'opportunité est quelque chose qui va vous aider aussi à réaliser une sélection lorsque vous avez plusieurs opportunités qui se présentent à vous. Alors c'est valable non seulement en marchand de biens, mais partout dans la vie. On peut rarement saisir toutes les opportunités qui se présentent à nous, et il faut parfois faire des choix. Et comme vous le savez, malheureusement, choisir, c'est renoncer. Moi j'aime bien, alors je sais que la notion, le terme consacré en France, c'est le coût d'opportunité, parce que c'est comme ça qu'il est enseigné dans les écoles de commerce et autres. Moi j'aime bien l'idée du coût alternatif. En fait, c'est de se dire, l'alternative, par exemple, j'ai le choix entre l'option numéro 1 et l'option numéro 2. Si je choisis l'option numéro 1, vous savez quoi, je vais vous prendre un exemple concret. Je choisis l'option numéro 1, on me propose un appartement et il y a une rentabilité de 60 000 euros. C'est super, machin truc, je me lance et je suis content. 3 semaines après, on me propose une deuxième affaire. Cette fois-ci, il y a 80 000 euros de rentabilité à récupérer. Mais j'ai plus la possibilité d'aider, je sais pas, parce que j'ai pas le temps, j'ai pas la capacité financière, je ne sais pas quoi. Donc la première, on pourrait se dire, je gagne 60 000 euros parce que la première me rapporte 60 000 euros de marge, mais en réalité, je perds 20 000 parce que j'aurais pu, si j'avais attendu ou si j'avais eu la capacité, me projeter sur une opération à 80 000. Donc là, le coût d'opportunité, le coût de l'alternative, il est de 20 000. Et ça, souvent, c'est un critère qui peut vous aider à faire une sélection un petit peu éclairée quand on vous présente plusieurs options. C'est-à-dire de vous dire, ok, aujourd'hui, je fais ça, je fais ce choix-là, ça va me rapporter ça et ça, mais à quoi est-ce que je renonce ? Et est-ce que je suis prêt à payer le prix ? Est-ce que je suis prêt à payer justement ce coût d'opportunité ? Là, j'ai un peu dérivé sur un autre sujet, donc je me recentre. En tout cas, j'ai essayé dans cet épisode de vous donner des critères un petit peu plus larges sur la définition d'une bonne affaire, et pour vous dire que la bonne affaire n'est pas toujours ce que les gens pensent, à savoir l'opération la plus rentable. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, et encore une fois, à nous donner une petite note 5 étoiles si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt.